Je vous remercie infiniment d'être aussi nombreux. J'espère qu'on m'entend partout. On va essayer de porter la voix et de parler suffisamment fort et non pas dans notre barbe pour que tout le monde nous entende. On m'avait prévenu qu'il y avait du vent et qu'il fallait que je fasse attention à mes feuilles. Bon, chers amis, chers camarades, mesdames, messieurs, on se retrouve là pour une conférence au sujet de deux hyperpuissances, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et pour en parler, je me suis dit que j'allais d'abord vous poser quelques chiffres et vous les retenez ou pas. C'est pas obligatoire, on vous interrogera pas à la fin de cette conférence. Mais c'est pour vous donner une idée de quoi on parle. Et avant d'entrer dans le sujet, savoir et d'essayer de répondre à cette question, de quoi la guerre USA-Chine est-elle le nom? Et je dirais, y a-t-il une guerre? Et nos deux intervenants vous apporteront des éléments, ce sont des spécialistes du sujet, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer et qui ne concerne pas que ces deux grands pays, mais qui concerne le monde entier. Donc ce sont deux superpuissances. La Chine, vous le savez, c'est 1,4 milliard d'habitants, avec un enjeu démographique pour ce pays, dont les prévisions démographiques disent qu'en 2100, donc dans 75 ans, il pourrait voir sa population divisée par deux, suite à des politiques et à des choix politiques qui ont été faits par les dirigeants chinois, et puis suite aussi à l'évolution que l'on connaît dans à peu près tous les pays développés ou en voie de développement, c'est-à-dire qu'on fait moins d'enfants. Les États-Unis, quant à eux, ce sont 340 millions d'habitants. Ces deux puissances pèsent 40% de l'économie mondiale. Et les États-Unis, par exemple, en termes de PIB annuel, c'est 29 milliards de dollars. Ce qui dépasse largement la Chine, qui est à 19 milliards de dollars. Pour vous donner une comparaison avec la France, on dépasse légèrement les 3 milliards de dollars. L'Allemagne ou le Japon, c'est 4,6 et 4 milliards de dollars. Donc, quand on parle de superpuissance, déjà sur le plan de la richesse produite et du PIB, on en est là. Sur le terrain militaire, puisqu'on parle de guerre, on va s'intéresser un peu aux chiffres sur ce terrain-là. Washington, les États-Unis d'Amérique, sont la puissance au monde qui dépense le plus d'argent dans ce domaine. On parle de 800 milliards de dollars pour sa défense. La Chine, c'est 300 milliards et c'est en constante augmentation. Les États-Unis d'Amérique, c'est la puissance qui est présente partout dans le monde, 800 bases militaires. Tandis que la Chine, elle, à l'heure actuelle, n'en possède qu'une seule, de base militaire à l'étranger, c'est à Djibouti. Concernant un sujet qui nous intéresse parce qu'on pense que c'est le sujet fondamental du siècle, le changement climatique, ce sont deux pays qui sont des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Les USA, par exemple, c'est 11% au niveau mondial. La Chine, c'est 30% des émissions mondiales. Il faut toujours ramener ça, bien sûr, à la population et à la superficie, mais vous voyez un peu qu'à L2, ces puissances représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez sur les deux tableaux, sur tous les tableaux, on a un ordre d'idée de ce que c'est qu'être une superpuissance et pourquoi ce qui leur arrive, les décisions qu'elles prennent, les actions qu'elles mènent aussi bien à l'intérieur de leur pays qu'à l'extérieur de leur pays nous intéressent. Aujourd'hui, on s'interroge, et le monde entier s'interroge, à savoir, est-ce qu'on va aller vers une guerre et un affrontement militaire entre ces deux puissances, et qu'est-ce que cela pourrait donner? Mais pour comprendre où nous en sommes, il faut comprendre vraiment les cultures, les mentalités, les rapports de force qui se jouent et les enjeux géopolitiques et économiques, parce que finalement, c'est cette question-là qui est sous-jacente à tout. Pourquoi je vous précise cela? Parce que si vous êtes d'accord, et nos intervenants vont le préciser après moi, l'affrontement idéologique, en réalité, n'est pas existant entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. On n'est pas dans un affrontement entre le communisme de l'Union soviétique et le capitalisme des États-Unis d'Amérique. Donc, sur la question idéologique, on peut se dire, est-ce que finalement il y a réellement un affrontement ou est-ce que ce n'est qu'un écran de fumée? C'est une question qu'on posera notamment à Renaud Lambert.
La Chine ne prétend pas exporter des valeurs ou une vision du monde. Ou alors on peut mettre un point d'interrogation à cette question-là, puisque c'est ce qu'on s'entend dire un peu partout dans les médias. On s'entend dire que, attention, les Chinois cherchent à imposer leurs règles et leurs modèles. Donc moi je vous propose, avant de passer la parole aux intervenants, de se poser la question, mais quel est l'objectif, quels sont les objectifs fondamentaux, aussi bien pour la Chine que pour les États-Unis? Ces puissances-là, ces superpuissances, ont forcément des objectifs qui, finalement, guident un peu toutes leurs décisions et leurs actions. Et à cette question, on pourrait se dire, la Chine, pour avoir rencontré les autorités quand j'ai travaillé sur la mission d'information que m'avait confiée l'Assemblée nationale, à cette question-là, les Chinois vous répondent très clairement. Ils disent, nous n'avons qu'un seul et unique objectif, maintenir notre développement pour assurer notre stabilité. Voilà. La Chine, c'est une histoire millénaire. C'est une histoire où le Parti communiste chinois arrive derrière, mais il vient se mettre sur des institutions, des fonctionnements déjà préexistants et une civilisation préexistante, presque un État préexistant. Donc la Chine n'a que cette préoccupation-là, et elle considère d'ailleurs que son développement et sa stabilité constituent des intérêts, je ne vais pas dire vitaux, mais fondamentaux pour elle. Concernant les États-Unis d'Amérique, la chose est peut-être moins claire, mais elle est assez évidente si on regarde bien. Les États-Unis d'Amérique ont bâti leur développement depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant sur leur domination, sur leur hégémonie. Le capitalisme, l'ordre mondial économique, l'ordre international, tout cela a été fait pour mettre un peu au cœur, au centre de tous les États-Unis d'Amérique, et ils dépendent donc du maintien et du renouvellement de cet ordre-là pour maintenir leur hégémonie, parce que sinon ils sont déstabilisés, y compris à l'intérieur. À chaque fois, on a des superpuissances qui pensent avant tout à elles. Et c'est très important, puisqu'on a des hyperpuissances qui sont souveraines, puisqu'elles prennent leurs décisions en fonction des intérêts de leur pays. Je crois que c'est quelque chose qui est important à souligner, parce que quand on viendra à la partie qui me concernera davantage, à savoir, et nous, la France, comment on doit se positionner par rapport à ces deux hyperpuissances, cette question de la souveraineté est au cœur de la décision et de la politique que l'on pourrait y mener. Je vais passer rapidement sur les informations, l'actualité que vous voyez autour de l'affrontement, autour des tarifs douaniers, etc. Mais je ne peux pas faire l'impasse de la question de Taïwan, très clairement, puisque je le dis dans mon rapport, pour moi, Taïwan est vraiment le sujet qui peut, en effet, amener à un affrontement militaire entre ces deux hyperpuissances. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si un jour il y aura un affrontement militaire, c'est mon point de vue, peut-être que les intervenants diront que je me trompe, je crois qu'il faut regarder ce qui se passe avec Taïwan. Donc cette île doit attirer notre attention, et toutes les informations qui concernent ce qui se passe à Taïwan nous intéressent et sont décisives pour connaître l'avenir de la relation USA-Chine. Je voudrais aussi parler assez rapidement de l'importance de la scène internationale et de la diplomatie internationale, puisqu'on assiste depuis plusieurs mois maintenant à, disons, une sortie très solitaire des États-Unis sur ce terrain-là, et puis une atteinte au droit international, aux organisations et aux institutions internationales que nous contestons, puisque nous sommes extrêmement attachés à ce qu'un ordre international puisse vivre et imposer en quelque sorte sa règle, sa loi. On refuse l'idée que ce soit la loi du plus fort, parce que la loi du plus fort, et je terminerai là-dessus quand j'interviendrai mon propos, la loi du plus fort, c'est la loi de la guerre, c'est la loi de la fin de la paix. Et on en a eu quelques épisodes ces dernières semaines et ces derniers mois. On a eu une guerre entre le Pakistan et l'Inde, on a eu le Cambodge et le Vietnam. Vous voyez ce que c'est. S'il n'y a pas d'ordre international, on entre dans un monde où les conflits et les affrontements armés vont se multiplier, et c'est déjà le cas. On n'a jamais connu autant de conflits armés dans notre histoire que depuis ces quelques dernières années. Donc sur la scène internationale, l'attitude de la Chine, c'est une attitude qui consiste à investir les organisations internationales, et on accuse la Chine de vouloir les transformer pour y installer
installer son propre modèle, sa propre vision. Je crois que il faut qu'on discute avec nos intervenants, mais moi, je ne pense pas que ce soit une volonté de la Chine de façonner l'ordre international à son image. Je pense que la Chine investit les institutions internationales et le droit international parce qu'elle veut, en quelque sorte, rééquilibrer les choses, et c'est là qu'elle conteste l'hégémonie américaine, que ce soit notamment, je vais vous parler de l'exemple de la Banque mondiale, où la Chine a des revendications sur son poids au sein de la Banque mondiale, et puisqu'elle ne pèse que 6%, elle contribue à 6% à la Banque mondiale, elle dit on devrait être à 13%, ce qui est vrai. Factuellement vrai, compte tenu de son poids. La France est plutôt d'accord d'ailleurs pour réformer tout cela. Enfin, en tout cas, il y a une volonté de la Chine de finalement contester l'hégémonie américaine dans les institutions internationales. Bon, voilà, tout cela, on va essayer d'en parler. On va essayer de donner un maximum de temps aux questions-réponses. Donc nos intervenants vont démarrer par un premier exposé d'une vingtaine de minutes où ils vont essayer de dire un maximum de choses pour qu'ensuite on ait le temps de se poser un maximum de questions. Je vous les présente. Allez, c'est parti. Il y a à ma droite Benjamin Bourbaumer. Il est économiste, il est maître de conférences à Sciences Po Bordeaux. Il est l'auteur de ce livre que vous pouvez acheter au Village du Livre, passionnant, qui s'appelle « Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation ». Et il a une thèse, et on va l'interroger, je lui poserai des questions, mais il montre essentiellement comment l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale constitue en soi une contradiction, puisque la Chine est devenue capitaliste, elle est entrée dans le capitalisme. Si on devait dater ça, on daterait ça de son entrée et son intégration à l'OMC, mais dès lors, elle se heurte à une mondialisation et un ordre mondial qui a été conçu par les États-Unis pour servir avant tout les États-Unis d'Amérique. Donc il va nous aider à décrypter un peu les racines économiques de la rivalité sino-américaine, et il va nous parler un peu de la façon dont chacun mobilise des armes sur ce terrain-là, sur le plan économique, et on l'interrogera beaucoup sur le capitalisme, je pense, parce que peut-être qu'une des questions qu'on lui posera, en tout cas que moi j'ai très envie de lui poser, c'est est-ce que vraiment la Chine est un État capitaliste, est un pays capitaliste, quand il se revendique encore comme socialiste, et qu'il dit très clairement nous n'avons pas le même capitalisme que le vôtre, puisque nous avons une économie de marché, mais nous assumons pleinement l'intervention de l'État. Les principales banques chinoises, par exemple, sont des banques publiques. Nous assumons une présence publique très forte. Ensuite, nous interrogerons et nous laisserons la parole à Renaud Lambert, qui est... Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Renaud parce qu'ils lisent Le Monde diplomatique. Il m'a dit tout à l'heure que ça fait déjà une vingtaine d'années, un peu plus, qu'il est au Monde diplomatique. Donc c'est une valeur sûre du monde diplomatique. Et Renaud a travaillé sur le différend commercial, bien sûr, entre Washington et Pékin. Et surtout, il apporte une analyse critique de la vision occidentale de la Chine et du projet chinois, du modèle et du système politique chinois. Et il parle notamment des intentions réelles de Pékin. Si on veut comprendre la Chine, il ne faut pas se laisser enfumer ou berner par une certaine propagande sur les intentions réelles des Chinois. Ce qui ne veut pas dire que les Chinois n'ont pas d'intention ou qu'ils n'ont que des intentions louables et profitables à tous, mais il vaut mieux bien comprendre de quoi on parle. Et donc, je pense que je vais lancer la discussion, si mes feuilles ne s'envolent pas, avec Benjamin, d'abord. Et je voulais lui poser deux questions pour commencer, mais bon, moi je suis pas... C'est toujours un peu le bordel dans mes papiers, mais je m'y retrouve. Alors, Benjamin, vous décrivez des logiques systémiques qui mènent irrémédiablement les deux modèles capitalistes chinois et états-uniens à s'affronter. Et donc, on s'interroge là depuis quelques mois sur le retour de Donald Trump et sur la façon dont Donald Trump, est-ce qu'il incarne vraiment une accélération de l'affrontement Chine-USA
ou est-ce qu'il est dans la continuité de ce que les dirigeants américains et les décideurs américains souhaitent dans la relation avec la Chine? Est-ce qu'aujourd'hui, le spectacle auquel on assiste depuis plusieurs mois autour de la dispute sur les droits de douane est une occupation médiatique? Et que se passe-t-il derrière sur le plan économique entre la Chine et les USA? À vous pour une vingtaine de minutes. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout merci pour l'invitation. Ah oui, je perds mes affaires, merci. Je suis ravi d'être ici et de parler effectivement de choses que je développe donc, dans ce livre, Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, et qui sont des choses qui sont évidemment pleinement dans l'actualité. Si on devait retenir une seule chose de l'actualité, c'est bien la centralité des États-Unis dans le capitalisme mondial, parce que c'est bien depuis Washington, depuis les décisions prises par Donald Trump, que le monde entier, en quelque sorte, est en train d'ajuster sa politique. Et cette arrivée au pouvoir de Donald Trump était même incompréhensible sans comprendre la rivalité sino-américaine en même temps. Donc voilà autant de bonnes raisons de s'intéresser aux États-Unis, à la rivalité sino-américaine, puisqu'elle a des ramifications dans le monde entier, donc aucun pays en quelque sorte ne peut échapper aux conséquences des politiques entre la Chine et les États-Unis. Et l'introduction nous a déjà très bien mis sur la bonne voie, puisque alors dans le discours dominant, on insiste beaucoup sur des responsabilités individuelles. On disait en 2016, quand Donald Trump arrive au pouvoir, eh bien c'est le moment où les tensions avec la Chine s'intensifient. D'autres disent, eh bien, c'est en réalité pas à cause de Donald Trump, mais déjà en 2012, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, que le mécanisme supposément bien huilé de la mondialisation connaît ses premières difficultés. Donc on a dans l'espace médiatique souvent des explications individualisantes, et on l'a à nouveau maintenant avec Donald Trump qui revient au pouvoir. Donc on nous dit tout allait bien jusqu'au moment où un individu arrive au pouvoir et puis les choses vont mal. Alors, ce que je fais dans mon ouvrage, c'est précisément d'aller aux racines, d'interroger les structures, puisque en réalité, les tensions entre la Chine et les États-Unis ne commencent pas avec Donald Trump, ne commencent pas avec Xi Jinping, mais en réalité, on peut déjà observer qu'au début des années 2000, il y a en quelque sorte des fissures dans l'édifice transpacifique. Donc les tensions précèdent ces dirigeants, et la raison pour laquelle elles les précèdent, c'est que ces tensions se fondent sur le fonctionnement, sur la structure même du capitalisme mondial. Alors, quand on parle de capitalisme mondial, il faut préciser tout de suite qu'il s'agit d'un capitalisme sous supervision américaine. Alors, ce n'est pas un immense complot américain, mais les États-Unis, depuis le début de la mondialisation dans les années 70, eh bien, ont d'abord impulsé cette construction du marché mondial en tant que tel. Ensuite, les États-Unis interviennent régulièrement pour gérer les crises. Et surtout, les États-Unis eh bien, contrôlent les infrastructures cruciales au fonctionnement du marché mondial. Et quand je dis infrastructure, ce n'est pas seulement la route qui permet d'acheminer des marchandises, mais c'est aussi le système de paiement. Et là, vous êtes souvent obligé de payer en dollars quand vous êtes un acteur sur la scène internationale. Donc, les États-Unis supervisent le capitalisme mondial. Alors, comment alors insérer la Chine dans cette histoire? Eh bien, il faut bien comprendre que la raison pour laquelle les États-Unis ont impulsé la mondialisation, c'est qu'il y avait une crise du capitalisme américain dans les années 60-70, la rentabilité baissait, et donc les entreprises américaines avaient besoin de retrouver de la rentabilité. Et là, la Chine était extrêmement attractive puisque eh bien, elle représente un vivier gigantesque de travailleurs facilement exploitables, donc c'est idéal pour augmenter le taux de profit. Il se trouve qu'en même temps, dans les années 70, il y a aussi une bataille assez forte au sein du Parti communiste chinois entre, on va dire, la fraction maoïste
plus marxiste est la fraction libérale autour de Deng Xiaoping, et c'est la fraction libérale qui l'a emporté et qui va emmener la Chine vers un retour au capitalisme. Donc la Chine s'ouvre aux capitaux étrangers, elle s'ouvre entre autres aux firmes américaines. Et alors il faut comprendre évidemment que du point de vue chinois, pour rester attractif pour le capital à la fois domestique mais aussi étranger, eh bien il faut entre autres s'assurer que les salaires n'augmentent pas trop. Et partant de là, si je devais schématiser un petit peu, eh bien la Chine a introduit un modèle économique où les Chinois ne peuvent consommer tout ce qu'ils produisent, et l'écart entre les deux doit être exporté. Donc c'est un modèle très exportateur. Modèle exportateur qui fait déjà un peu grincer des dents aux États-Unis, par exemple au début des années 2000, quand certains aux États-Unis accusent la Chine de promouvoir la désindustrialisation, de faire du mercantilisme. Donc on voit de premiers éléments de tension dès les années 2000. Mais il faut bien garder à l'esprit que ces tensions, ça vient de secteurs très spécifiques. Par exemple, certains travailleurs, certains syndicats aux États-Unis s'inquiètent de la désindustrialisation, alors que certains patrons aux États-Unis, eux, sont très contents de la désindustrialisation. De la même manière, eh bien, le retour au capitalisme en Chine n'a pas du tout été favorable aux travailleurs chinois. Par contre, ce retour a été assez favorable au patronat aussi en Chine. Donc on a, pendant les années 80-90, une sorte de symbiose où les dirigeants chinois et américains étaient plutôt en relation de complémentarité sur le plan économique, mais dès les années 2000, les relations se dégradent, et elles se dégradent encore plus à la suite de la crise de 2008-2009, où la Chine est toujours dans ce même modèle qui l'oblige à exporter, sauf que quand vous voulez exporter et des marchandises et des capitaux, dans une économie mondiale sous supervision américaine, il vaut mieux entretenir des bons rapports avec les États-Unis. Or, précisément, aux États-Unis, une vision de plus en plus critique de la Chine se développe, ce qui oblige les dirigeants chinois à trouver en quelque sorte des voies alternatives à la supervision américaine du capitalisme mondial, et donc de promouvoir une réorganisation sino-centrée de l'économie mondiale. Donc on a cette situation où les États-Unis supervisent le capitalisme mondial, mais que la Chine essaye en quelque sorte de trouver des voies de contournement et de remplacer la mondialisation par une économie mondiale sino-centrée. Donc on a en quelque sorte une rivalité entre les deux, mais il ne faut pas oublier que cette rivalité est extrêmement asymétrique, parce que les États-Unis restent quand même économiquement et surtout militairement clairement dominants. Ça a été rappelé tout à l'heure aussi. Donc on a en quelque sorte deux impérialismes, mais qui ne sont pas du tout sur un pied d'égalité. C'est très asymétrique. Et ce décor-là, il est très important pour comprendre, et j'en viens à mon deuxième point, très important pour comprendre la bataille commerciale qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, tout d'abord, il faut dire que, comme je l'ai dit, la rivalité entre la Chine et les États-Unis trouve sa racine dans les contradictions du capitalisme depuis les années 70. Donc, Trump n'aurait jamais pu arriver au pouvoir sans cette configuration-là. Et maintenant qu'il est au pouvoir, eh bien, il accélère et il intensifie en quelque sorte la rivalité entre la Chine et les États-Unis. La bataille commerciale autour des droits de douane n'est pas la seule pomme de discorde entre Washington et Pékin, mais c'est à l'heure actuelle un élément central. Alors, qu'est-ce que Trump veut faire quand il augmente les droits de douane sur une série de pays, y compris la Chine? Eh bien, il veut faire une chose très simple. Il veut améliorer la position compétitive des firmes américaines. Autrement dit, il veut créer un avantage politique pour les firmes américaines dans l'économie mondiale. Et c'est ça que fondamentalement les droits de douane signifient. La conséquence de cette situation, c'est que d'une part, la concurrence entre capitalistes de différents pays s'intensifie, et d'autre part, et c'est peut-être plus important pour les publics ici, l'exploitation des travailleurs dans le monde entier
s'intensifie aussi. Parce que s'il y a plus de concurrence entre les capitalistes, eh bien la manière dont les capitalistes gèrent cette difficulté, c'est en mettant plus la pression à leurs travailleurs. Donc de ce point de vue-là, Trump a déclenché une sorte de renforcement de l'exploitation des travailleurs dans le monde entier. Et ça en vue de reproduire, en vue d'assurer le maintien de la centralité des États-Unis dans le capitalisme mondial. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite objective à la politique commerciale de Trump. Souvent, il dit, non mais on introduit des droits de douane pour pouvoir réindustrialiser l'Amérique. Les droits de douane sont effectivement indispensables à la réindustrialisation, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi augmenter les salaires et il faut aussi avoir une politique de planification. Or, Trump ne veut ni augmenter les salaires ni planifier. Et donc, de ce point de vue-là, la réindustrialisation des États-Unis n'aura pas lieu, ce que Trump va précisément utiliser comme justification pour continuer ses politiques commerciales agressives. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité entre Trump et les autres présidents américains parce que ce qu'ils ont tous défendu, c'est cette idée d'extraire des profits du monde entier, des travailleurs du monde entier pour le bien des entreprises américaines et par ce biais-là d'affirmer la centralité politique des États-Unis. Donc il y a une continuité entre Trump et ses prédécesseurs. Néanmoins, la politique de Trump, elle est particulièrement dangereuse, et c'est peut-être ça qui la singularise, parce qu'elle ne connaît pas de limite objective, et parce que, contrairement à d'autres présidents américains, eh bien, Trump ne s'embête pas de couvrir les politiques américaines d'un voile d'hégémonie. Trump ne suggère pas au reste du monde qu'il veut mettre en place un ordre mondial désirable pour tout le monde. Il est très clair, c'est la domination des États-Unis qui prime. Et cette domination des États-Unis, évidemment, est difficilement supportable, d'autant quand elle est aussi franche, elle est difficilement supportable pour les autres pays du monde et évidemment pour la Chine. Et on voit déjà les conséquences très concrètes de cette politique de domination ouverte. Trump a menacé d'annexer le Panama, le Groenland, le Canada. Il est entré en guerre contre le Yémen. Alors les bombardements du Yémen ont explosé avec Donald Trump et évidemment, il est un soutien inconditionnel aussi à Israël. Donc on a déjà une intensification des violences à l'échelle mondiale et ce dans un contexte où les dépenses militaires sont extrêmement élevées. Aujourd'hui, les dépenses militaires à l'échelle mondiale sont plus élevées que pendant les moments les plus chauds de la guerre froide. Ça nous permet de situer un peu la situation extrêmement préoccupante dans laquelle on se trouve. Alors, qu'est-ce que tout ça a comme implication pour l'Europe ? Je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle. Juste quelques mots pour les implications. Alors, évidemment, il n'aura échappé à personne ici que les dirigeants européens se sont pleinement soumis à Trump. Et plus précisément, Trump a en quelque sorte marqué une double victoire vis-à-vis de la Chine en réussissant à aligner les pays européens sur sa politique militaire et sur sa politique économique. Rapidement, sur les dépenses militaires, pour le dire rapidement, Trump a réussi à ce que les pays européens acceptent de doubler, voire un peu plus, leurs dépenses militaires. Alors, il faut bien garder à l'esprit que, ce faisant, les pays européens permettent aux États-Unis de libérer leur équipement militaire pour le redéployer autour de la Chine. Et donc, de cette manière-là, les pays européens sont en quelque sorte devenus un multiplicateur de la puissance américaine contre la Chine. Donc, les pays européens se trouvent en quelque sorte entraînés dans une conflictualité accrue derrière les États-Unis face à la Chine. Et d'autre part, sur le plan économique, commercial, eh bien, il y a eu cet accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis en juillet, qui est un accord évidemment très inégal, très favorable aux entreprises américaines, très défavorable aux entreprises européennes. Et là, ce qui est frappant, c'est que cela met directement en difficulté les pays européens, puisque depuis la signature du traité de Maastricht, en quelque sorte, l'austérité a été instituée dans les pays européens. Autrement dit,
pour le dire un peu rapidement, eh bien, avec l'austérité permanente, les capacités de consommation des travailleurs en Europe ont été plafonnées et à nouveau, l'Union européenne, en quelque sorte, de façon similaire à la Chine, doit exporter. Or là, avec cet accord très défavorable vis-à-vis des États-Unis, eh bien, les entreprises européennes vont moins exporter vers les États-Unis. Elles vont donc plus chercher à trouver d'autres débouchés ailleurs. Sauf que la Chine, eh bien, elle aussi, concernée par les droits de douane américains, va faire exactement la même chose, de sorte à ce que la concurrence économique entre la Chine et les pays européens va s'intensifier. Et donc les Européens vont être tentés de s'aligner aussi de plus en plus sur les politiques agressives de Donald Trump. Donc Donald Trump a en quelque sorte gagné de deux façons. Il a réussi à obtenir un alignement militaire et économique des Européens sur sa politique. Donc en résumé, rapidement, plusieurs choses qui sont importantes à retenir. Premièrement, les tensions entre les États-Unis et la Chine se fondent sur les contradictions du capitalisme. Donc ce n'est pas tel ou tel mauvais dirigeant, c'est une dynamique de système qui amène plus de conflits, plus de rivalité. Et donc on a une rivalité entre deux puissances impérialistes, la Chine et les États-Unis, mais c'est une rivalité très asymétrique puisque les États-Unis restent nettement plus puissants. Ensuite, troisième chose à retenir, les politiques douanières de Trump renforcent les tensions entre les pays, mais surtout renforcent l'exploitation des travailleurs dans le monde entier. Et dans cette dynamique, les Européens se sont alignés sur la position américaine, alors qu'on a une opportunité en quelque sorte historique, et je conclus par là, c'est que vis-à-vis de Trump, les pays européens, ou d'autres pays dans le monde d'ailleurs, pourraient aussi dire, non, plutôt que de suivre Trump, on va réaliser un découplage sélectif par rapport au marché mondial. Donc on prend nos distances vis-à-vis du marché mondial, on rétrécit, on diminue nos exportations et nos importations au bénéfice d'une planification écologique sur place et le tout avec évidemment une redistribution des richesses. Donc il y a un moment historique où on peut justement aussi rompre avec une série de problèmes apportés par le capitalisme et ça ne sera pas seulement un avantage pour les travailleurs dans les pays concernés, mais ça va aussi réduire les tensions à l'échelle mondiale et donc ça va œuvrer en faveur de la paix. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Benjamin. Vous aurez certainement des questions à lui poser, mais avant, je vais passer la parole à Renaud. C'est bien ça, ces applaudissements. Je vais passer la parole à Renaud, et vous essaierez d'applaudir encore plus fort, là, nos intervenants, pour... Bravo. Bon, allez, c'est bien, c'est pour vous. Alors, Renaud, les ambitions de Pékin, est-ce qu'on est dans le mythe ou est-ce qu'il y a une réalité d'une volonté chinoise de remplacer les États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'on peut imaginer que si les Chinois gagnent dans quelques dizaines d'années, on parlera tous mandarin, on regardera c'est pas des westerns, mais on regardera une sorte de Hollywood chinois, on mangera tous chinois, ce qui est déjà le cas. Mais c'est bon. Est-ce que, plus sérieusement, est-ce que Pékin souhaite renverser l'ordre mondial, le remodeler à son image comme on l'entend dans les médias? Est-ce qu'il y a une menace chinoise sur nos valeurs, comme disent les répétiteurs européens, américains? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Occident est menacé par la Chine? Merci. Oui, l'image de la Chine dans les médias et son rapport avec ce que l'on peut estimer être réellement les ambitions de la Chine, ce sera l'objet de mon propos. Mais avant de commencer à parler de la Chine, et puisque je vois un drapeau palestinien flotter derrière la tente, je ne peux pas commencer cette intervention sans saluer la position de la France insoumise sur Gaza et sur la question du génocide.
Et je dois dire que j'étais assez surpris et agréablement surpris de voir que d'une certaine façon, le quotidien Le Monde saluait l'ouverture des amphis de la France Insoumise par un édito intitulé « Instrumentalisation de l'antisémitisme ». Ça n'est pas une blague. Cette position de la France Insoumise l'a mise en but à des attaques médiatiques absolument vipérines de la part d'une caste dont il arrive qu'elle nous déçoive, celle des journalistes. Et il se trouve que ce petit détour par la couverture médiatique de la France Insoumise, notamment sur la question de Gaza, nous rapproche un peu du sujet qui est la Chine, puisque lorsque l'on cherche à trouver un acteur politique qui a subi des campagnes aussi violente que la France Insoumise quant à Gaza, eh bien l'exemple de la Chine vient assez vite à l'esprit. On retrouve au sujet de la Chine toute la palette des acrobaties qu'affectionne la caste journalistique. Une palette que l'on connaît bien à la France Insoumise. Il y a la censure, comme lorsque récemment la chaîne de télévision publique, Arte, empêchait la diffusion d'un documentaire qu'elle jugeait trop peu pro Dalai Lama. Il y a le bidonnage, comme lorsque l'émission Cache Investigation fait mentir des témoins sur la question du travail forcé au Xinjiang. Il y a l'esprit de meute, lorsque Le Monde qualifie les internautes qui ont identifié le bidonnage de Cache Investigation, eh bien les qualifie de turiféraires et de propagandistes de Pékin. Il y a les raccourcis, comme lorsque Xi Jinping est présenté en dictateur solitaire, alors que la Chine est sans doute l'un des pays les plus décentralisés au monde, et Xi Jinping piloterait seul un pays de 1,4 milliard d'habitants, un parti de plus de 98 millions de membres, semble-t-il. Il y a la caricature, comme lorsque la Chine est présentée comme un pays à visée expansionniste, puisque la Chine considère Taïwan comme chinois. J'ouvre une parenthèse, mais c'est également le cas de l'ONU. Alors même que lorsque Trump nous explique au monde qu'il veut mettre la main sur le Groenland, eh bien le Figaro réalise une vidéo très pédagogique expliquant les motivations économiques, culturelles et militaires qui sous-tendent la décision de Donald Trump. Il y a aussi le mensonge pur et simple, comme lorsqu'on nous explique que des mesures telles que le crédit social plongeraient la Chine dans une espèce d'épisode de Black Mirror, une conviction qui a atteint des niveaux assez impressionnants. Je suis impressionné de voir autour de moi des gens qui ont cru à ces sornettes. Ce crédit social qu'on vous a décrit comme une façon de contrôler les gens, de leur donner une note positive lorsqu'ils aident des grands-mères à traverser, tout ça, ça n'existe pas en Chine. Mensonge pur et simple aussi lorsqu'on nous explique que c'est Pékin qui aujourd'hui menace la paix dans le monde. Une assertion qui me fait penser à un post que j'ai vu passer sur Twitter et qui m'a beaucoup plu. On y voyait une carte de l'Asie, avec la Chine donc, mais aussi avec les bases américaines, les bases militaires américaines, qui se trouvent donc, pour n'en citer que quelques-unes, en Corée du Sud, à Okinawa, aux Philippines, en Thaïlande, et là, au Japon, il y a Okinawa. Ouais. Et la légende de ce post de dire, je cite, « une belle illustration de l'agressivité de la Chine venue installer son pays à proximité des bases américaines ». Alors, on pourrait être tenté de poursuivre le parallèle entre LFI et la Chine et se dire que la Chine comme LFI s'attire une telle attention des journalistes parce que l'un et l'autre dérangent l'ordre dominant. Le consensus macrono-retailleau-le-péniste pour LFI et le consensus Van der Leyen-Bideno-trumpiste pour la Chine. Et d'une certaine façon, certains à gauche voient dans cette analyse, dans cette façon de considérer les choses, une source d'espérance. À leurs yeux, la Chine constitue en effet une forme d'espoir, puisqu'elle constituerait le navire amiral d'un Sud global qui se serait réveillé et qui, aujourd'hui, tenterait de renverser, sinon de renverser, de répondre à l'impérialisme américain. Parmi les gens qui défendent cette thèse, beaucoup ont attendu que la Chine intervienne à Gaza. On les a vus pleurer le fait qu'on attende
les livraisons d'aide humanitaire, de médicaments sur la bande. Mais ils ont été déçus. Pas de sanctions chinoises, pas de parachutage de médicaments ou d'aide humanitaire. Et pendant le conflit, la Chine a continué à commercer avec Israël. Autre source de déception, au moment de la lutte sur la question des droits de douane entre Pékin et Washington, quelle figure politique Pékin a-t-elle sorti de la naphtaline ? Eh bien, ça n'était ni Mao ni Che Guevara, c'était Ronald Reagan. Ronald Reagan, président américain au début des années 80, qui incarne avec Margaret Thatcher la contre-révolution néolibérale. Et l'ambassade de Chine aux États-Unis a diffusé des clips de Ronald Reagan qui gourmandaient les protectionnistes américains et vantaient les mérites du libre-échange. Alors, loin des caricatures médiatiques et de certaines espérances militantes, que veut la Chine ? Et à cette question, je voudrais essayer de formuler 3 réponses. La première pourrait se résumer d'une phrase : que veut la Chine ? La rupture, mais dans la continuité. Rupture. Lorsque la Chine annonce clairement qu'elle rejette la farce de l'ordre international fondé sur des règles. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre international fondé sur des règles ? C'est une espèce de salade qu'ont inauguré les États-Unis à partir de la chute du bloc soviétique, de façon à réorganiser le fonctionnement des institutions internationales, non plus sur la base de la Charte des Nations Unies et d'une certaine série de règles, mais sur un certain nombre de préférences américaines. Cet ordre international fondé sur des règles, il naît de la volonté de transformer le moment unipolaire que connaît le monde, la domination sans contestation des États-Unis à partir de 1990, en situation pérenne. La Chine conteste ça. Rupture également lorsque, précisément, la Chine défend un retour des Nations Unies à la charte de ces Nations Unies de 1945, qui est basée sur des principes westphaliens, c'est-à-dire la non-ingérence dans les affaires des autres pays, sur la non-intervention au-delà de ses frontières. Rupture, toujours, lorsque la Chine plaide pour la résolution non conflictuelle des conflits, non violente des conflits, à l'opposition de ce que fait Trump aujourd'hui. Rupture encore, ça a été évoqué tout à l'heure, lorsque la Chine conteste l'organisation interne des organisations internationales. On a parlé de la Banque mondiale, mais on pourrait parler du FMI. FMI dont les droits de vote, c'est-à-dire la capacité de décision en interne, ont été déterminés par la capacité de financement des différents pays en 1945. Ce qui veut dire que seul un pays détient un droit de vote au sein du FMI, ce sont les États-Unis. Et le poids de la Chine était de 3% jusqu'à une récente révision qui a été mise en œuvre autour de 2016, je crois, qui a porté ses droits de vote à 6% seulement, sans éradiquer le droit de veto américain. Tout cela, la Chine le conteste. Rupture, toujours, parce que la Chine, contrairement aux États-Unis, ne procède pas à des coups d'État, n'intervient pas dans la politique interne des différents pays. Alors, autant de ruptures, ça n'est pas rien, et ça n'est pas à sous-estimer. Mais face à toutes ces ruptures, il faut observer un certain nombre de continuités. Continuité dans la mesure où cette réorganisation du monde et parfois des institutions internationales vise pour la Chine à s'assurer de la pérennité d'un principe fondateur, celui qui, comme l'a expliqué Benjamin, a favorisé son essor, le libre-échange. Et continuité également dans le fait que les rapports sociaux, les rapports sur le lieu de travail que l'on observe en Chine ressemblent fort, dans bien des domaines, à ceux que l'on observe dans les pays capitalistes. Pendant longtemps, les États-Unis ont considéré que le libre-échange était le meilleur outil pour assurer leur domination. Le libre-échange constituait donc pour eux la meilleure architecture du monde, dans la mesure où cette architecture garantissait une hiérarchie. L'architecture, c'était le libre-échange. La hiérarchie, c'était l'hégémonie américaine. L'architecture, la Chine ne souhaite sans doute pas la modifier, même si la hiérarchie, elle, pourrait varier. On n'en a pas besoin. La première réponse que je voudrais donc apporter à la question « Que veut la Chine ?» Je l'ai dit, la rupture dans la continuité. Une anecdote ayant trait à Zhou Enlai, qui était Premier ministre du pays, m'amène à vouloir formuler une deuxième réponse. Cette anecdote, elle date de 1972. À cette époque,
quelqu'un demande à Zhou Enlai, 1972, quelqu'un demande à Zhou Enlai, quel est selon vous l'impact de la Révolution française? Zhou Enlai réfléchit, prend son temps et répond, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Alors on ne peut pas tout à fait exclure un trait d'humour, parce que peut-être que les Chinois ont eux aussi de l'humour, mais à mon avis, cette anecdote nous éclaire aussi sur la façon dont on conçoit le temps et le temps des processus politiques en Chine. Et si l'on prend au sérieux cette question du temps long, répondre à la question « que veut la Chine aujourd'hui ?» implique de replacer la phase qui s'ouvre avec la victoire des communistes en 1949 dans le contexte plus large de ce qu'était la Chine, et notamment ce qu'était la Chine avant 1949. Et qu'est-ce qui précède la victoire des communistes en 1949 ? Dans quel état se trouve la Chine ? Eh bien, la Chine affiche à cette époque-là l'un des niveaux de vie les plus faibles de la planète. On y est plus pauvre qu'en Inde ex-britannique. On y est plus pauvre qu'en Afrique subsaharienne. L'espérance de vie est de 36 ans. Et la population compte 85% d'analphabètes. Alors, je vais pas rentrer ici dans les détails de l'analyse du parcours économique de la Chine. Je me contenterai de dire qu'à cette époque-là, la Chine vient de subir les conséquences de l'avancée fulgurante des technologies en Europe à la suite de la révolution industrielle. Et au cours du 19e siècle, la Chine est terrassée par les puissances impérialistes européennes qui lui imposent les guerres de l'opium, des traités inégaux, et ce que l'on appelle en Chine le siècle d'humiliation. Une période au cours de laquelle le destin chinois est largement déterminé par des puissances extérieures. Ce qui est intéressant à observer pour nous, c'est que la Chine s'emploie à sortir de ce siècle d'humiliation au moment même où l'Europe y rentre, puisque l'accord qui vient d'être signé entre les États-Unis et l'Europe, Benjamin l'a parfaitement dit, inaugure un nouveau siècle d'humiliation pour nous. À cette différence près que le siècle d'humiliation, les Chinois ont lutté contre. Le siècle d'humiliation qui s'ouvre en Europe, il a été accepté de bon cœur par Von der Leyen, Macron et Merz. Alors, que souhaite faire la Chine en 1949 ? À nouveau, sans vous faire refaire l'histoire du capitalisme, il me semble important de préciser que le processus de développement en régime capitaliste n'est pas linéaire. Pour prendre une image estivale, les choses ne se passent pas de la même façon que lorsque des randonneurs commencent une même randonnée à des heures différentes. Les retardataires empruntent finalement le même sentier que les premiers levés. En régime capitaliste, le développement des premiers implique le sous-développement des seconds. C'est un peu comme si les premiers randonneurs détruisaient le sentier derrière eux. La capacité des premiers à se développer implique que les autres ne pourront pas le faire. Qui dit sous-développement dit également dépendance sur les plans économiques, technologiques et militaires. D'où la situation de la Chine avant 1949. Pour sortir de cette situation, il faut une intervention politique forte. Une intervention politique de type que les bourgeoisies, en général, ne sont pas en mesure de réaliser. Alors, dans certains pays, comme au Brésil, par exemple, en 1964, c'est une dictature militaire qui va prendre les mains de l'État pour procéder à une centralisation du pouvoir et au lancement d'un processus d'industrialisation. En Chine, c'est le Parti communiste. Il faut une telle force, arrimée à une telle capacité de mobilisation populaire, pour parvenir à centraliser l'État. On pourrait même dire parvenir à créer une forme d'entité étatique. Et pour parvenir à capter les richesses du pays, qui sont principalement agraires, pour investir dans un processus d'industrialisation. Parce que seuls ces processus d'industrialisation permettent de monter en gamme et d'acquérir une capacité à défendre sa souveraineté par rapport aux puissances étrangères. Deuxième réponse à la question donc, que veut la Chine ? Garantir son essor économique de façon à échapper à une nouvelle mise sous tutelle. Mais je voudrais rapidement tenter une troisième réponse à la question que veut la Chine ? Parce qu'un effort du type de celui que j'ai décrit, qui fait passer l'espérance de vie de 36 ans, l'un des plus faibles en 1949, à l'un des plus élevés aujourd'hui, l'espérance de vie en Chine est supérieure à celle que l'on observe aux États-Unis, une telle prouesse qui a propulsé le pays au deuxième rang économique en mesure nominale, eh bien tout ça, ça requiert un assentiment populaire. Pendant la période de Mao, 1949 à en gros 1976, sa mort, c'est l'idéologie, c'est l'espoir de voir advenir un monde meilleur, communiste, qui fait que les gens acceptent les efforts qu'il faut fournir.
à partir du processus de réforme et d'ouverture qu'a décrit Benjamin tout à l'heure et qui s'inaugure au début des années 80, c'est l'amélioration du niveau de vie qui va garantir la cohésion sociale. Dans une sorte de transaction qui fait que la population accepte qu'on décide largement pour elle, sans qu'elle puisse voter, lors des élections telles que celles qu'on connaît ici, mais elle l'accepte d'autant plus volontiers que sa situation s'améliore. Et lorsque vous discutez avec des Chinois qui ont 50 ans, tous vous racontent qu'ils ont connu la faim et que désormais, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. D'où l'importance de la croissance pour Pékin, puisque de la croissance dépend la stabilité, une stabilité longtemps ravagée par les divisions dans ce pays. Et je voudrais conclure sur des difficultés qu'entraîne cette injonction de croître pour garantir la stabilité. Comment garantir la croissance de demain? Le pays annonce régulièrement qu'il va miser sur la consommation interne, mais en réalité, le moteur de la croissance chinoise demeure les exportations. Et à l'heure actuelle, alors que les salaires augmentent en Chine, l'un des moyens de garantir la compétitivité des exportations chinoises passe par l'automatisation, de plus en plus de robots. Ce qui pose, à mes yeux, au moins deux problèmes. Le premier, c'est que cette automatisation n'est pas favorable à la création d'emplois. Vous avez donc une situation où la croissance économique génère moins d'emplois, il faut donc encore plus de croissance pour générer la stabilité sociale dont dépend la survie du régime. Le deuxième problème est d'un ordre plutôt macroéconomique. À l'heure actuelle, la Chine est responsable de 32% de la production de marchandises. 32%, un tiers de la production de marchandises. C'était 6% dans les années 2000. Ce qui signifie que, comme elle est incapable de consommer seule ces 30%, elle dépend entièrement de la capacité d'autres pays à consommer. Ce qui veut dire que l'excédent commercial que dégage la Chine de 1 trillion de dollars, 1000 milliards de dollars, ce qui est inédit, dépend du fait que d'autres pays dans le monde dégagent des déficits commerciaux. Or, un pays qui dégage des déficits se retrouve dans une situation extrêmement fragile. Et je prends mon temps, ouais. Alors, si je peux prendre mon temps en 2 minutes, je voudrais dire que Benjamin, ayant terminé sur l'opportunité historique qui s'offrait à nous, cette question des excédents et des surplus offre une autre opportunité politique. En 1945, un économiste britannique identifiait ces déséquilibres comme l'une des sources des conflits qu'on avait connus. C'était Keynes. Et il avait proposé au monde, lors de la conférence de Bretton Woods, un système de coordination internationale avec une monnaie commune, le Bancor, mais surtout des modalités d'encadrement de la possibilité pour les pays de dégager des excédents et des déficits commerciaux. On aurait pu imaginer que la Chine propose un système tel que celui-ci pour s'assurer que sa machine économique n'étrangle pas les autres pays, mais on aurait surtout pu imaginer que l'Europe, fort de son expérience et des conflits qui s'étaient déroulés sur son terrain, rappelle cette proposition. Malheureusement, nous n'avons pas à l'heure actuelle à la tête de l'Europe les dirigeants en mesure de faire ce genre de proposition. Je vous remercie. Merci infiniment. Je leur avais demandé avant de commencer la conférence d'être pédagogues et je crois qu'ils l'ont été tous les deux et je pense que vous avez là déjà présenté par nos deux intervenants une vision qui n'est pas juste un état des lieux de la situation mais qui est aussi une vision qui vous permet de comprendre ce qui est en jeu. Moi je vais poursuivre mais du coup je vais faire beaucoup plus court pour qu'on puisse avoir des échanges. C'est de notre faute, on est arrivé en retard et on doit quand même rendre la salle à 15h. Donc c'est moi, je prends sur moi. Et pour vous dire que je crois que là, on a la question qui demeure, c'est est-ce que cette compétition stratégique entre États-Unis et Chine, on a compris tout ce qui est en jeu, est-ce que cette compétition va mener à un conflit mondial, à un affrontement mondial? Est-ce que la déstabilisation que l'on voit de l'ordre mondial va mener à une multiplication des guerres armées, des conflits? Est-ce que, parce que vous l'avez terminé tous les deux par cette question qui est énorme et qui a fait l'objet en réalité de ma mission d'information à l'Assemblée nationale, est-ce que la France et l'Union européenne, mais est-ce que la France est capable de nous sortir de là,
de nous sortir de ce qui est annoncé et de cet affrontement-là? Est-ce qu'on est capable d'en sortir? Évidemment qu'avec Emmanuel Macron, la réponse est non. Évidemment qu'avec Bruno Retailleau, la réponse est non. Évidemment qu'avec Marine Le Pen ou Bardella, la réponse est non. La seule réponse positive, c'est celle qui est avec la France insoumise. Et je vous le dis avec d'autant plus de tranquillité que j'invente rien. Moi, quand je fais des propositions, je reprends, comme tu viens de le faire, des choses qui ont déjà été proposées par le passé, parfois même par la France. J'ai fait 50 propositions dans ce rapport. Certaines avaient déjà été mises sur la table par les Français. Certaines avaient déjà été testées par le passé. Donc, on a tous les outils et tous les moyens qui nous permettraient, en effet, de travailler à autre chose que l'affrontement de tous contre tous, à travailler pour autre chose que ce capitalisme que vous avez parfaitement décrit, qui consiste tout simplement à permettre à ceux d'en haut, ou ceux qui dominent, ou ceux qui dirigent, ou ceux qui détiennent, d'imposer aux autres un ordre de marche, des salaires qui baissent, des conditions de travail qui se dégradent, des conditions de vie qui se dégradent, l'accessibilité à certains biens essentiels qui se réduit, etc. Et c'est ce à quoi on assiste. On est en train de décrire exactement ce que notre pays vit depuis maintenant une vingtaine d'années et en accéléré depuis une dizaine d'années. Ce que propose la France insoumise et ce que moi j'ai beaucoup détaillé dans le rapport, c'est tout d'abord l'urgence, c'est de retrouver notre indépendance stratégique. Nous ne sommes pas un pays souverain. Nous ne sommes absolument pas un pays souverain et tout l'alignement auquel nous avons assisté, spectaculaire, sur la politique américaine, toute la soumission que nous admettons au sein de l'Union européenne, tout cela fait que nous avons perdu complètement notre capacité à décider pour l'avenir de notre pays. Ou en tout cas, ceux qui décident pour l'avenir de notre pays ont décidé que les intérêts de notre pays passaient bien après d'autres intérêts. Et c'est un véritable problème, c'est récupérer notre indépendance. Il y a les mesures que vous connaissez, bien sûr, comme la sortie de l'OTAN, qui est nécessaire, parce que c'est le refus de l'alignement militaire. Il y a le refus du financement de l'économie de la défense, dont vous entendez parler. Il y a ces mesures-là. Il y a ce que nous avons, nous aussi, défendu depuis des années, qu'on a appelé protectionnisme solidaire. Le protectionnisme solidaire, c'est pas l'idée de se renfermer et de refuser le commerce international ou de refuser la mondialisation et de produire nous-mêmes ce que nous consommons et puis ça suffit et on n'a pas besoin des autres. Pas du tout. Nous sommes le protectionnisme solidaire. On a ajouté même dans les derniers documents que nous avons publiés, protectionnisme solidaire négocié, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'affrontements comme celui auquel on assiste sur la question des droits de douane qui ne mènent qu'à l'affrontement et qui sont un moyen de se protéger en effet, mais qui ne fonctionnent pas. Et je le dis très clairement, moi j'ai travaillé là-dessus depuis des mois, l'augmentation des tarifs douaniers, des taxes douanières ne fonctionne pas. Je vous prends l'exemple des voitures électriques, c'est un échec total et absolu. Ça ne sert à rien. On a imposé avec la Commission européenne davantage les voitures électriques chinoises. Je rappelle pour la petite histoire que la Chine produit 2/3 des véhicules électriques dans le monde, que la Chine a les capacités de production de 50% des énergies renouvelables du monde. Et sur la question écologique, j'y reviendrai, ce sera le mot de la fin pour moi, la Chine est incontournable. On ne fera pas la bifurcation écologique sans la Chine. C'est impossible à l'heure actuelle. En tout cas, si on veut la faire vite, c'est impossible. Donc, je disais, sur la question du protectionnisme solidaire, l'idée, c'est pas de s'affronter sur les tarifs douaniers, car ça ne marche pas. Toutes les autorités européennes et françaises, de Bercy, de la Commission européenne, que j'ai auditionnées, toutes avouent, pas fières, mais toutes l'avouent, que les taxes sur les véhicules électriques ne mènent pas à une baisse d'importation de véhicules électriques chinois. Nous allons rouler en voitures chinoises, en BYD ou autre, pour une raison très simple. Ils ont une capacité de production, ils ont un excédent de production, donc ils écoulent. Ils ont aussi, moi je l'ai constaté en Chine, parce qu'ils ne se cachent pas, ils ont les moyens de dire à des entreprises chinoises, vous allez réduire votre marge. Donc, moi j'ai vu ça, les tarifs sont pas décidés par les autorités chinoises, les tarifs des véhicules électriques chinois, mais les autorités chinoises disent il faut écouler la marchandise, vous allez donc la vendre moins cher pour l'écouler. Voilà. Et donc on voit arriver des véhicules chinois en Europe. Je crois qu'ils m'ont dit la Norvège, par exemple, ça y est passée aux véhicules électriques chinois, et non plus de véhicules thermiques. Et l'Allemagne,
Les Allemands ont déjà passé des accords d'entreprise avec les Chinois et vous allez rouler avec des Audi qui seront limite sino-allemandes, quoi, sino-germaniques. C'est fait. Donc les tarifs ne fonctionnent pas. Alors c'est très bien de les avoir taxés. Je crois que BYD c'est 17%. Tesla c'est américain mais c'est fabriqué en Chine. Du coup c'est 7 ou 10% dessus, etc. Et nous ne savons pas faire du véhicule électrique pas cher, qui pourrait être populaire, etc. Donc il faut trouver une entente, y compris sur on veut produire de la voiture électrique française, mais on va devoir le faire. Moi je le dis, il vaut mieux s'entendre avec les Chinois plutôt que se retrouver avec uniquement des voitures chinoises. C'est pas de dire on va remplacer nos voitures par la chinoise parce que la Chine c'est magnifique. C'est de dire c'est en train de se produire. Donc, ce qu'il nous faut, nous, à travers ce protectionnisme solidaire, c'est avoir la capacité de gagner un peu de temps, déjà. Donc, de ne pas avoir une déferlante comme ça. Donc, il vaut mieux négocier avec les Chinois, que ce soit les véhicules électriques, que ce soit les panneaux photovoltaïques, par exemple. On ne produit plus de panneaux photovoltaïques en France. C'est produit, la Chine produit, je crois, on n'est pas loin des 100%. C'est pas vrai, c'est pas 100%. Il y a encore une ou deux usines en Europe qui produisent. Mais c'est ridicule, quoi. Les Chinois font du panneau photovoltaïque. Ils ont la capacité de faire de l'investissement, de la recherche. Aujourd'hui, le panneau photovoltaïque en Chine, il évolue à une allure impressionnante. Donc, on n'a pas ces capacités-là aujourd'hui en France et en Europe, mais on a une maîtrise quand même de la technologie. Donc, il faudrait trouver le moyen de s'entendre pour produire en France, ou alors d'acheter et de se dire, en fait, c'est plus intéressant d'acheter et de faire autre chose autour du panneau photovoltaïque, par exemple. Moi, j'avais proposé au moment de la campagne des régionales de faire de l'Île-de-France le premier centre européen de recyclage de panneaux photovoltaïques, parce que les panneaux photovoltaïques, quand ils ne marchent plus, on les renvoie en Chine. Donc on se dit, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On peut faire autrement. Tout ça peut se négocier. C'est l'idée du protectionnisme solidaire que nous défendons, qui est finalement une espèce de coopération. Je prône l'idée qu'à partir du moment où on n'arrive pas à convaincre la Commission européenne et que de toute façon l'Union européenne est traversée par de telles divisions et de telles rivalités internes, je parle dans le rapport du faux ami allemand. Parce que, oui, en effet, nous sommes aussi en compétition avec les Allemands. Donc, on ne joue pas à armes égales, en quelque sorte. Donc, je dis, il faut qu'à un moment donné, la France travaille, pourquoi pas, à un accord bilatéral, à des accords bilatéraux avec la Chine, que ce soit sur le plan de la culture, parce que quand on parle de mondialisation, on ne peut pas non plus tout réduire à la question économique. Quand on parle de coopération, tout ne se réduit pas à la question économique. La coopération culturelle, la coopération scientifique. J'ai fait un focus dans le rapport sur le spatial. Alors comme hier, il y a eu la Nuit des étoiles et qu'Arnaud Saint-Martin a aussi animé une conférence sur la question du spatial avec une spécialiste justement du spatial chinois. C'est fascinant ce qu'on peut faire dans ces domaines-là. Je ne vais pas plus long là-dessus. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a une sorte d'irréalisme européen qui nous mène à ne rien faire finalement et à se laisser traîner sur cet alignement avec Washington. Ce qui fait que ce rapport fait l'objet de critiques acerbes et violentes où je suis qualifiée de pro-chinoise, c'est uniquement deux choses. La première, c'est que je dis qu'il faut en finir avec l'alignement sur les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas se soumettre à eux, il faut profiter du moment actuelle avec l'arrivée de Trump pour marquer non pas une rupture parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller déclencher un affrontement avec les États-Unis d'Amérique, mais en tout cas pour marquer un stop à cet alignement-là, y mettre fin une bonne fois pour toutes en prenant des décisions qui nous permettent de sortir sur le plan militaire, d'alignement militaire et stratégique militaire, sortir aussi de toute la dialectique, de toute la discussion ou l'idéologie finalement, le vrai terme c'est de l'idéologie du choc des civilisations qui a contaminé complètement le débat politique français, soyons clairs. Si aujourd'hui en France il y a un alignement pro-Benyamin Netanyahou dans nos médias et dans un certain nombre de partis politiques, c'est parce que certains sont convaincus qu'il y a un choc des civilisations et qu'il faut accepter qu'il y a un Occident qui contre le reste du monde. Les musulmans d'un côté, les Chinois de l'autre. Il faut vraiment rompre avec cela. Il faut accepter l'idée que cet irréalisme européen, aujourd'hui, fait qu'il nous impuissante, nous, Français. Et la deuxième chose qui amène énormément de critiques, c'est le fait de refuser catégoriquement de choisir le camp de l'occidentalisme pour aller taper sur la Chine. Bien sûr que la Chine n'est pas un pays parfait, mais moi je suis désolée, aujourd'hui la France n'est pas un pays parfait, l'Union européenne n'est pas un espace parfait, et
j'ai consacre plusieurs pages à la question de nos valeurs. C'est en un mot, hein. C'est plus les valeurs. Parce que quand vous entendez les macronistes ou les dirigeants européens, ils vous parlent de nos valeurs. Ils vous disent nous devons défendre nos valeurs. Ça devient un mot unique qui ne veut plus rien dire. C'est un mot valise qui n'a plus de sens. Et je pointe aussi cette hypocrisie sur la question des droits de l'homme en disant très clairement vous avez perdu absolument toute crédibilité. Plus personne n'entend votre discours droit de l'hommiste ou de défense des droits de l'homme, puisque vous êtes les premiers à laisser faire Benyamin Netanyahou en Palestine. Enfin, c'est un tournant décisif. Donc, nos valeurs ne peuvent plus être la boussole d'une politique diplomatique française ou européenne. Je vous propose, puisqu'il nous reste un quart d'heure, c'est ce que je voulais, de vous passer la parole. Je vais faire, comme on fait d'habitude, un homme, une femme, en commençant par une femme. Madame. C'était vous, mais c'est pas grave. Micro. On perd 1 minute avec le micro. Où est la question ? Quelle est la place des BRICS dans ce conflit entre la Chine et les États-Unis ? On prend un monsieur, le monsieur debout. Merci. C'est vraiment comme ça, là. Hein. Okay. Ploup, ça tombe sur. Vous avez parlé, donc, excusez-moi. En fait, là, on est entre deux puissances actuellement, donc les États-Unis. Vous avez parlé le siècle de l'humiliation, ok, mais là, cette fois-ci, on est entre deux puissances. Donc les États-Unis, rapport de force guerrier, mais la Chine, elle est très planifiée, c'est une économie qui est extrêmement planifiée, et ils sont en guerre commerciale avec tout le monde. C'est-à-dire, c'est impossible aujourd'hui de combattre d'un point de vue coût. D'une part parce que leur économie est extrêmement subventionnée, c'est-à-dire aujourd'hui tout ce qui est installation d'équipements sont payés soit par les gouvernements locaux, soit par les gouvernements, et ils planifient en fait la surproduction. Et du coup, parler avec la Chine, d'accord, mais il ne faut pas non plus être, je pense, voilà, enfin, je pense qu'il y a quand même, faut pas être, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde, mais naïf et candide, parce qu'en fait, voilà, c'était ça. Et du coup, comment est-ce qu'on fait, voilà. Voilà. Alors, une autre femme, la dame à qui j'ai, madame, à vous la question, madame. Non, vous l'avez faite. Donc c'est la jeune femme derrière qui n'a pas fait la question. Excuse-moi, Sophie. Merci bien. Du coup, on parlait de nos valeurs. Moi, j'avais un peu un truc autour des valeurs de la pop culture et du soft power. Donc, quand on parle de nos valeurs et qu'on travaille avec Trump, qui quand même met des gens avec ICE en prison, dans l'Alcatraz, comment on peut parler encore de nos valeurs d'humanisme? Ça, c'est une première chose qu'on signe. Et la deuxième chose sur le soft power, c'est plutôt... Est-ce que, quand vous avez remarqué, quand TikTok avait été censuré aux États-Unis, qu'il y a beaucoup de jeunes États-Uniens qui sont passés sur Xiaohongshu, du coup l'équivalent un petit peu à une espèce de TikTok chinois, et dans quelle mesure aussi ces jeunes Américains-là, dans les relations entre la Chine et les États-Unis, vont dire stop, je ne crois plus en ce mythe, Chongqing, les grandes villes et tout ça, je crois dans une nouvelle Chine, et comment ils ont aussi profité, les jeunes Américains, pour acheter moins cher en Chine grâce à Xiaohongshu. Voilà. Merci. Alors, un jeune homme, allez. Le jeune homme qui est devant. Après. Merci. Merci pour vos interventions respectives. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'aspect monétaire de cet affrontement entre Chinois et Américains, que vous avez mentionné tous les deux au cours de vos interventions, et plus spécifiquement sur la question de l'hégémonie du dollar, parce qu'elle est structurante, d'abord dans l'économie mondiale, et au bénéfice des États-Unis. Ouais, alors je vois plusieurs paradoxes. D'un côté, on a la Chine qui est le premier détenteur de la dette américaine, ce qui l'empêche de torpiller le dollar. Et d'autre part, on sait que la Chine est très active dans les initiatives visant à trouver une alternative au dollar. Donc, comment analysez-vous ce double mouvement et quels sont les derniers développements de la Chine vis-à-vis de la dette américaine? Voilà. Et est-ce que la Chine
ambitionne elle-même aussi de remplacer le dollar par sa propre monnaie. Bon, merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, je précise que de toute façon, je suis encore là après la fin officielle, donc pour celles et ceux qui auraient des insatisfactions parce que des questions non répondues ou non posées, voilà, je resterai là. Alors, je prends tout d'abord la question sur les BRICS. Eh bien, ce qui me semble crucial, c'est que les BRICS ne constituent pas un acteur homogène. Il y a une hétérogénéité assez forte et je pense que c'est ça qui empêche fondamentalement les BRICS d'adopter une démarche unifiée. Et notamment l'acteur, le pays qui se distingue de tous les autres des BRICS en termes d'ordre de grandeur macroéconomique et politique, c'est évidemment la Chine. Et on voit d'ailleurs, et ça rejoint la question monétaire, que la Chine, en 2009, quand c'était la crise du capitalisme mondial, elle a d'abord proposé une alternative à la suprématie du dollar qui ressemblait pas mal au volet monétaire du projet de Keynes dans l'entre-deux-guerres. Mais elle a assez vite abandonné cette option en faveur de l'internationalisation du renminbi. Autrement dit, de l'utilisation internationale de sa propre monnaie. Et donc, là, ça indique que la Chine, là, poursuit plutôt un projet pour la Chine que pour l'ensemble des pays sous-développés. Et donc, de ce point de vue-là, clairement, on a la Chine qui joue une autre partition, mais quand on parle de questions monétaires, eh bien, il faut toujours souligner que ce qui est vraiment écrasant, encore aujourd'hui, c'est la suprématie du dollar. Et même si l'utilisation internationale du renminbi augmente, eh bien, elle reste très très loin derrière le dollar américain. Et c'est précisément un des principaux leviers de puissance des États-Unis et qui est régulièrement utilisé parce que les sanctions financières américaines ont connu une augmentation extrêmement forte. Merci. Je crois que celui-ci fonctionne. Ça marche, ouais. Oui, sur la question des BRICS, c'est assez intéressant. On avait publié dans le Diplo un graphe qui montre la croissance du poids économique des BRICS, tout pays confondu. Alors c'était avant la dernière vague d'intégration. Ça devait s'arrêter à l'Afrique du Sud. Et vous aviez une courbe qui, pour moi, allait dans ce sens-là. Donc ça veut dire une croissance très importante. Et on avait publié le même graphe des BRICS, mais dont on aurait soustrait le poids économique de la Chine. Et là, le graphe qui était un graphe croissant devenait un graphe à l'horizontale. C'est-à-dire que l'essor économique des BRICS, c'est l'essor économique de la Chine, largement et avant tout. Mais l'essor économique des BRICS n'explique pas à lui seul l'essor politique de cet acteur. Mais je suis totalement d'accord avec Benjamin sur la question de l'hétérogénéité de ce groupe, avec un acteur qui, si la Chine se distingue sur le plan économique, un autre acteur se distingue sur le plan politique, qui est l'Inde, et dont la Chine s'est longtemps plaint du fait qu'elle jouait les dissensions, elle jouait à un moment donné la proximité avec les États-Unis, à un moment donné la proximité avec les BRICS. Ce qui est assez singulier, c'est que la décision récente de Donald Trump de taxer l'Inde à hauteur de 50% désormais pourrait être le facteur de cohésion manquant entre New Delhi et Pékin. Sur les questions de l'hégémonie du dollar, l'internationalisation du renminbi, c'est un phénomène que l'on observe notamment dans les échanges commerciaux, c'est-à-dire les échanges transfrontaliers, le paiement d'exportation. Mais le problème pour que le renminbi devienne une monnaie qui puisse remplacer le dollar, c'est le fait qu'il est très difficile d'en faire une monnaie de réserve. Pour qu'une monnaie fonctionne, il faut qu'elle puisse permettre les échanges, qu'elle puisse être une unité de compte, c'est-à-dire qu'on puisse mesurer la valeur des choses avec, et aussi qu'elle puisse être une unité de réserve, qu'on puisse garder de l'argent au chaud et s'en servir quand on veut. Or, la politique de la Chine à l'égard de sa monnaie, et la volonté qu'a la Chine de conserver la main sur sa monnaie, notamment avec des contrôles des capitaux, fait que pour l'instant, le renminbi, la monnaie chinoise, n'a pas toutes les qualités d'une monnaie qui pourrait devenir remplacer le dollar. Je dirais juste un mot sur la question du soft power, simplement pour dire qu'on observe désormais que le soft power chinois prend de plus en plus s'impose de plus en plus. En Chine, désormais, la consommation ostentatoire,
qui conduisait jusqu'il n'y a pas longtemps les Chinois à faire la queue devant les boutiques Louis Vuitton sur les Champs-Élysées à Paris pour ramener ces sacs, eh bien la consommation ostentatoire est de plus en plus une consommation de produits chinois. C'est-à-dire qu'il y a une autonomisation des signes extérieurs de richesse, de bonne consommation, des codes qui sont produits par la Chine pour la Chine. D'ici à ce que ça s'émancipe et que ça devienne des codes de consommation qui s'appliquent à nous sous la forme d'un soft power similaire à celui que les États-Unis ont mis en place, il n'y a qu'un pas. Merci. Il y avait la question sur la planification. Alors pour justement la question qui était posée par la personne au milieu, alors comment se fait-il que la Chine produit et exporte des marchandises qui apparaissent de plus en plus performantes, de plus en plus sophistiquées? Eh bien là, je pense qu'il y a un constat fondamental, c'est que il y a 20 ans, la Chine, sur le plan technologique, sur le plan de la production de produits sophistiqués, électroniques par exemple, ou les énergies renouvelables, c'était un néant. La Chine était un nain technologique. Et en 20 ans, elle a réussi un essor tout à fait spectaculaire. Et l'outil qui a permis cet essor, c'est précisément les politiques de planification. Et c'est ça qui est la leçon fondamentale, c'est que en réalité, on peut réussir une transformation technologique, on peut se hisser à la frontière technologique à condition de mener des politiques de planification. Et là est peut-être la leçon la plus importante de l'essor de la Chine des 20 dernières années. C'est qu'avec une volonté planifiée, où on cible des secteurs stratégiques, eh bien, on peut faire des vrais bonds en avant. Et c'est toujours possible aussi, évidemment, dans tous les pays du monde, y compris en France. Surtout en France. Merci beaucoup. En guise de conclusion sur la question de la naïveté, il n'y a aucune naïveté avec la Chine à avoir. Si vous défendez les intérêts de votre pays, en l'occurrence de la France, vous dites je ne peux pas accepter... Enfin, je veux dire, on n'est pas un des pays qui se trouve sur les routes de la soie où les Chinois peuvent imposer leur façon de voir, y compris une dette. Certains pays sont surendettés par rapport à la Chine et sont même pas en capacité en réalité de rembourser la dette. Mais c'est un sujet qui doit être traité au niveau international aussi sur l'effacement de la dette de certains pays. La Chine a participé avec le Club des 5, dont la France fait partie, à l'effacement de la dette d'un pays très pauvre d'Afrique. Je me rappelle plus lequel, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a ces questions-là. La France, ce n'est pas la même situation. Aujourd'hui, quand on parle aux Chinois et qu'ils nous demandent, il faut qu'avec la France, on trouve les moyens de s'entendre et qu'on signe des accords, ils tendent vraiment la main à la France. Ils vous tendent la main sur la question du spatial, par exemple, de la médecine, de la recherche scientifique, etc., de la culture et tout. Le souci des Français, c'est de se dire, ah oui, mais ils nous volent notre savoir-faire, nos connaissances, notre technologie. Ils envoient des espions qui installent des antennes dans des petites maisons au fin fond de la France pour capter des données et des conversations, des communications importantes. Il y a une méfiance telle vis-à-vis des Chinois que finalement on est paralysé par cette méfiance. Tous les scientifiques que j'ai rencontrés en Chine, français je veux dire, sont soumis à des protocoles très très stricts et très sévères, que ce soit dans l'aérospatial, que ce soit dans la recherche sur l'hydrogène vert ou autre, des protocoles très stricts pour justement éviter le vol d'informations, de données, de technologies ou de connaissances. Mais en réalité, on pourrait aussi imaginer un autre monde, hein. Un monde où finalement il a existé, le monde où les brevets ne représentaient pas une économie de la compétition capitaliste. On pourrait aussi imaginer que sur un certain nombre de connaissances, c'est en partage. Et en réalité, on est tout à fait capable d'avoir des protocoles qui fonctionnent bien à l'heure actuelle. Dans le domaine de l'aérospatial, ça fonctionne bien, ça a permis de donner lieu à des projets merveilleux récemment. On peut tout à fait s'entendre sur des protocoles de sécurité pour éviter justement de se voir piller, entre guillemets, ou copier nos connaissances et notre technologie dans le domaine scientifique. Donc il ne faut pas être méfiant de trop, au point d'être paralysé. Et moi, j'assiste à ça, j'ai vu ça, j'ai constaté ça, une espèce de rupture sur plein de domaines. Mais il ne faut pas non plus être, oui, en effet, pas naïf, mais en tout cas, il faut avoir une relation avec un partenaire. Donc, une relation avec un partenaire, c'est une relation contractuelle et c'est une relation qui doit suivre des protocoles. Voilà, en guise de conclusion, il y avait la question de la jeunesse américaine, mais on pourrait dire jeunesse européenne, occidentale, etc. Et c'est un des aspects qui est
vraiment très important, les jeunes vont de toute façon apprendre à se connaître et se connaissent à travers les réseaux sociaux, savent ce qui se passe, s'y intéressent. Il vous suffit de regarder 2-3 vidéos sur la Chine, sur TikTok ou Instagram, et vous allez en avoir 100, et vous saurez tout de la Chine en une semaine. Donc il va se passer ça. Et il y a en effet dans la jeunesse un refus d'un modèle dominant, modèle occidental dominant, parce qu'il est trop violent, parce qu'il est trop, contraignant aussi. Et donc, est-ce que la jeunesse chinoise est un modèle? Je ne dis pas ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas de modèle, mais il faut des mélanges et il faut presque une créolisation de la jeunesse dans ce domaine-là pour permettre, finalement, on a tellement en commun dans nos pratiques, dans nos modes de consommation, dans nos aspirations. La préoccupation écologique en Chine, dans la jeunesse, elle est montante aussi. Autant que dans notre jeunesse à nous, et elle est fondamentale, et c'est l'économie de l'avenir, hein, soyons clairs. On va avoir des jeunes Français, je l'espère, et des jeunes Chinois qui travailleront de plus en plus ensemble dans cette économie de l'écologie. En tout cas, on est encore à votre disposition pour échanger et discuter, et on doit rendre il est 15h. On doit rendre la salle. Merci beaucoup.